Diego Lopez qui vient de démarrer un camp d'entraînement, Caio Borraio en très bonne compagnie, mais aussi toutes les actualités majeures du jour. Nous sommes le jeudi 9 janvier 2025, c'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the noose and in my mind, all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissist. Et on démarre avec les poids moyens. Chris Curtis, 31-11 en carrière, il est de retour de blessure. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était au mois d'avril, une défaite face à Brendan Allen. C'était une revanche d'ailleurs. Ce week-end, il va faire face à Roman Kopylov et il a déclaré que, comme à son habitude, il allait chercher à s'imposer debout. Pour la suite, il est prêt à affronter n'importe qui. Il nous apprend d'ailleurs que le seul combat qu'il a refusé dans sa carrière, c'était face à Alex Pereira, combat qu'on lui avait proposé en short notice. Et puis actuellement, il est en pleine reconstruction, surtout mentale. Il sent que la retraite approche. Il veut se trouver d'autres occupations que le MMA. On comprend que c'est un sport qui a pris beaucoup de place dans sa vie. Il le dit maintenant, quand je quitte la salle, j'essaie vraiment de couper avec le sport et me concentrer sur être un bon père de famille, un bon mari, etc. Est-ce qu'il est encore focus à 100% sur sa carrière? Je l'espère pour lui, parce qu'il est dans une catégorie où ça frappe très fort. Et quand tu vois Roman Kopylov en face qui a l'air, lui, d'être concentré à 100%, même si on ne parle pas du futur champion, attention à la mentalité, parce que ça pourrait lui coûter, bien sûr, très cher dans la cage. Un mot de l'UFC 311 maintenant et de Merab Dvalishvili, 18-4 en carrière, champion des poids coqs, on le sait. Il n'exclut pas la possibilité que son combat face à Umar Nurmagomedov se passe debout. Il se prépare pour ça d'ailleurs. Ça fait plusieurs combats, plusieurs années même je dirais, que Merab a vraiment développé ses réseaux sociaux, qu'il essaye d'être le plus populaire possible. Mais là, bizarrement, depuis que son combat a été annoncé, il est assez discret. Il en a donné la raison. C'est tout simple, il ne veut pas faire de pub à Umar. On sait qu'il y a vraiment du bif entre les deux, ils ne s'apprécient pas vraiment. Et puis d'après lui, il est champion. Nurmagomedov est le challenger, c'est donc à lui de faire la promo. Ça, chacun aura son avis là-dessus. Moi, je pense que plus il y a de promotions de fête, plus les gens vont avoir envie de regarder et ça va bénéficier aux deux. Mais en tout cas, c'est son point de vue. Et puis, vous le savez, il voulait pas revenir dès le mois de janvier, il aurait préféré février ou mars. Il en a dit un peu plus, il avait quelques blessures qui traînaient, qu'il aurait aimé soigner. Et puis, il était assez investi dans le camp d'entraînement d'Aljamain Sterling, qui a combattu au mois de décembre. Et là, il dit quelque chose d'assez vrai. Umar Nurmagomedov, lui, avait déjà dans l'idée de combattre en janvier. Il se préparait d'ailleurs apparemment pour un combat contre Song Yadong. C'est vrai que la rumeur existait, on en avait parlé ici. Donc voilà, il le dit à demi-mot, mais Nurmagomedov aurait pris un peu d'avance sur lui. Maintenant, est-ce que ça va avoir un impact? Très certainement. Si tu fais un camp d'entraînement de 2 mois ou un camp d'entraînement d'1 mois, forcément, c'est pas pareil, mais il n'y a pas que ça dans les MMA, il y a beaucoup d'autres choses. La réponse dans une dizaine de jours à l'UFC 311. L'ancien champion des poids lourds maintenant, Cain Velasquez, 14-3 en carrière. On le sait, il va être manager d'une équipe au GFL. On apprend que c'est la team Dubaï. C'est ce qu'il a déclaré dans une interview. Il est forcément très heureux de travailler étroitement avec son coach Javier Mendes. C'est lui qui a nommé son coach comme coach en chef de l'équipe. On l'avait évoqué. Il pense aussi que ce qui va être intéressant dans cette ligue, c'est que les combattants vont s'affronter plusieurs fois et on va pouvoir voir comment ils s'adaptent. Voilà, si un tel a perdu contre un autre, quels ajustements il va réussir à faire pour s'imposer la fois suivante. Alors moi, j'arrive pas trop à comprendre. Tu vas faire s'affronter des gars plusieurs fois dans la saison et j'ai l'impression que là, c'est un peu une usine à gaz. J'arrive pas vraiment à comprendre. Velasquez doit être intéressé à la chose. Donc, est-ce qu'il y aura des matchs aller-retour entre les équipes, etc. Moi, ça me semble compliqué. Sur une saison, faire s'affronter plusieurs équipes et plusieurs fois chacune d'entre elles. Si tu as un combattant qui prend un KO, je pense pas qu'il peut revenir 2 mois plus tard tout de suite recombattre. En tout cas, ça me semble très compliqué. On verra quand on aura un peu plus d'informations. Le journaliste lui demande si ça va pas le titiller, lui, de revenir à la compétition, d'être aussi proche de combattants professionnels. Il répond que non, qu'il a appris ce qu'il avait à apprendre sur lui-même pendant sa carrière de MMA et que lors de son camp contre Francis Ngannou, ça a été son dernier combat à l'UFC, il a senti qu'il avait plus la motivation, il a senti qu'il avait plus l'envie, il en avait marre en fait, c'est ce qu'il explique, j'en avais marre d'aller à l'entraînement, j'en avais marre du MMA, donc c'est sûr et certain que je ne reviendrai pas. Sinon, il a beaucoup d'occupations dans sa vie. Il donne des cours 6 à 7 fois par semaine. Alors lui, il se sent capable d'enseigner le MMA, le striking, la lutte. Mais ce qu'il préfère, c'est le striking. Donc il se concentre là-dessus.
Il dit qu'il peut entraîner à n'importe quel moment de la journée, mais que lui préfère y aller en fin de journée. Et puis il est aussi très intéressé par les plantes médicinales et il conseille énormément de gens, même sur l'ayahuasca. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une plante médicinale très puissante. C'est aussi le nom d'une cérémonie. Je crois que c'est beaucoup en Amérique du Sud. Apparemment, c'est très violent. J'en ai parlé une fois avec un Péruvien qui vit en France. Et il m'expliquait qu'il y a des gens qui viennent se faire soigner des scléroses en plaques, des maladies comme ça. Moi, je m'y connais pas plus, hein. Chacun en pensera ce qu'il veut. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui s'y connaissent plus que moi, mais apparemment, c'est un rituel. Tu prends la petite potion magique et apparemment, ça fait planer. Le but est de trouver son soi intérieur. Bon, voilà, je vous explique tout ça, c'est ce qu'on m'a expliqué. Personnellement, je ne l'ai jamais fait, mais en tout cas, Ken Velasquez est très intéressé par ça et il conseille énormément de personnes pour, pourquoi pas, se soigner, etc., etc. Mais en tout cas, la prochaine fois qu'on le verra, logiquement, ce sera lors d'un événement du GFL. S'il ne retourne pas en prison, on sait, j'en ai parlé ici, il a encore un procès à venir au mois de janvier. Il a déjà fait 8 mois de prison, il a payé sa caution. D'ailleurs, il y en a un d'entre vous, j'ai oublié son nom, il m'excusera. Ken Velasquez, pourquoi il est en prison? Un homme a été soupçonné d'avoir touché un de ses enfants, il lui a tiré dessus, et d'après ce qu'un auditeur me disait, en tirant sur le gars, il a tiré sur quelqu'un qui n'avait rien à voir aussi. Donc c'est aussi sûrement ce qui explique toutes ces démarches. La suite au prochain épisode. Sinon, comme vous le savez, l'UFC a pour ambition de se rendre en Espagne. On parlait d'un pay-per-view avec Ilia Topuria en main event, forcément. D'après son coach à Topuria, l'Espagne n'est pas prête à accueillir un tel événement. L'UFC serait donc plutôt partant pour organiser un Fight Night. Je ne pense pas qu'on aura Topuria sur cette carte du coup. Et puis d'ailleurs, Topuria, il a pour ambition de revenir au mois de mai et il semblerait, hein, c'est de l'hypothétique, que le combat ne sera ni contre Makhachev ni contre Charles Oliveira. On a Daniel Cormier qui donne son avis sur John Jones et sa demande un peu mirobolante de 30 millions de dollars. D'après lui, John a raison de demander ça, puisque peut-être qu'il n'obtiendra que 20 millions ou 15 millions, mais ce serait déjà énorme d'après Daniel Cormier. Je vous disais dans un épisode précédent que Chael Sonnen nous avait teasé que le combat était plus ou moins officiel entre Jones et Aspinall. On a de nouveau d'autres journalistes, de très bons journalistes, qui nous disent qu'apparemment ça aurait lieu à l'UFC 316 au mois de juin. Je ne sais pas si c'est vrai, affaire à suivre. Je vous parlais de Topuria, et bien sachez que Diego Lopez, qui pourrait lui aussi avoir sa chance à la ceinture, pourquoi pas affronter Ilia Topuria, vient de démarrer un camp d'entraînement et qu'on aurait des nouvelles très prochainement. Si c'est pour le mois de mai, je pense pas que c'est tout de suite son camp d'entraînement. Il aura donc possiblement un combat avant d'avoir sa chance à la ceinture. Une victoire forcément, sinon la ceinture va s'éloigner. Mais Diego Lopez vient de démarrer un camp d'entraînement. Sean O'Malley s'est exprimé et il pense qu'il a besoin de progresser, surtout pour battre des gars comme Oumar et comme Merab, mais aussi pour battre n'importe qui de ce niveau dans la catégorie. On a Caio Borraio et Alex Pereira qui se sont entraînés ensemble, ils ont posté des vidéos et des photos. Je trouve que c'est très bien, surtout pour Caio Borraio, qui est en pleine ascension, qui veut aller chercher le titre des moyens, pouvoir faire du sparring avec quelqu'un du niveau de Pereira, forcément ça ne peut lui apporter que du positif. On sort un peu de l'UFC maintenant et le PFL qui était connu pour sa saison régulière ou son tournoi, appelez ça comme vous voulez, avec la récompense de 1 million de dollars à la clé. Sachez que la récompense vient d'être divisée par 2 et à partir de la saison prochaine, ce sera 500 000 dollars pour le vainqueur. Il faut savoir que la saison va démarrer au mois d'avril. Toujours en dehors de l'UFC, le Bar Knuckle prévoit un combat entre Robbie Lawler et Mike Perry. C'est pas signé, mais c'est dans les tuyaux. Et il y aurait aussi un tournoi à 64 combattants avec 25 millions au total à gagner, 15 millions pour le vainqueur, et puis le reste à se partager sûrement peut-être le deuxième, etc. Mais en tout cas, 64 combattants, là ça ressemble à un tournoi sur plusieurs mois, d'après moi en tout cas. Ça peut être intéressant à suivre, hein, le Barnacle, ils font de plus en plus parler d'eux, et on en parlera dans les prochaines émissions parce qu'il y a un plutôt gros combat qui arrive. Puisqu'on parle du Barnacle, Conor McGregor est engagé dans le Barnacle, vous le savez, il devait possiblement, c'était une rumeur, affronter Logan Paul. Il semblerait que Logan Paul, lui, soit concentré sur sa carrière de catch à la WWE et que KSI, ce gars qui a affronté Logan Paul et qui l'a battu d'ailleurs, qui est un influenceur ou un rappeur à la base, veuille le remplacer. Ce n'est que de la fumée sur les réseaux sociaux. Personnellement, ça ne m'intéresse pas du tout, mais je vous donne l'information quand même. Damien Lapillus, je ne savais pas s'il avait pris sa retraite ou s'il était toujours actif, combattra à l'Octagone le 2 février prochain. Sacré vétéran, hein, qui est passé par de nombreuses organisations. Donc très content de le voir toujours en piste. Et puis on termine avec la grosse nouvelle aussi, hein. Nathaniel Wood va affronter notre Français Morgan Charrière à l'UFC Londres le 22 mars prochain.
Ça va se passer comme d'habitude chez les poids plumes et ça devient très intéressant pour Charrière parce que Wood, c'est un sacré nom. Il a une belle petite carrière. Alors, on parle pas de. C'est pas l'élite de chez l'élite, mais quand même, Nathaniel Wood, quand tu suis l'UFC, tu sais qui c'est. Et c'est le moment pour Charrière de passer à un autre niveau. Écoutez, tout de suite, je vous propose de passer à notre nouvelle habitude, je dirais, avec le moment Jérôme Le Banner. Alors hier, je vous ai parlé de sa rivalité avec Peter Hertz. Il faut savoir qu'au même moment, années 98, 97, 98, tout ça, Don King, le célèbre promoteur de boxe anglaise, promoteur de Mike Tyson normalement, voulait le signer. Le Banner était tout proche d'arrêter le kickboxing. Don King lui disait qu'il voulait faire de lui l'espoir blanc. Après, le Banner n'était pas dupe. Il savait bien que c'était du business, c'était une manière d'avoir un champion blanc. La plupart des champions étaient noirs, surtout chez les poids lourds. Il voulait en fait attirer un audimat, attirer un public de blancs. Voilà, on sait aux États-Unis, ça marche beaucoup comme ça. Donc c'était le plan de Don King. Surtout, il le dit, Don King, il jouait beaucoup sur la solidarité entre Afro-Américains en disant voilà, t'es Afro-Américain comme moi, je vais t'aider. Et en réalité, ça cachait beaucoup de choses, surtout des contrats très foireux pour ses combattants. Mais ça a marché pendant très longtemps. Lui, être l'espoir blanc, le Banner, ça ne l'intéressait pas plus que ça. Mais les États-Unis, ça ne se refuse pas, comme il dit. Donc il a décidé de tenter sa chance. En 98, il est allé s'entraîner aux États-Unis avec Don Turner, qui était le coach de Holyfield. Ils lui en ont mis plein les yeux, ils ont fait visiter la maison de Holyfield. Alors il y avait une salle de théâtre, c'était énorme, vraiment, le Banner en a pris plein les yeux. Il dit c'est vrai qu'il a mis le paquet Don King pour essayer de me convaincre. D'ailleurs, il a combattu 2 fois en 1998. Et puis, avec un seul combat de boxe anglaise, il gagnait autant qu'avec une saison entière au K1. Donc forcément, ça fait réfléchir. Mais la vie aux États-Unis ne lui plaisait pas. Il a donc décidé de retourner à ses premiers amours. Il dit voilà, l'argent c'est bien, mais moi c'est le Japon que j'aimais, c'était le kickboxing. Les contrats, en plus, il en a parlé dans d'autres interviews, étaient vraiment très particuliers. Il n'avait pas le droit de parler lors d'événements de kickboxing. C'était que la boxe anglaise, la boxe anglaise. Il était invité au K1, il était assis, il n'avait pas le droit de s'exprimer, pas le droit de regarder la caméra. Forcément, c'était très lourd. L'argent, c'est bien, mais lui, il est retourné à sa passion, il est retourné au Japon et il est retourné au K1. La suite, au prochain épisode, j'ai envie de vous dire. Et tout de suite, on passe à votre moment avec la Minute Auditeur. Minute Auditeur que je commence avec UFC, analyse et pronostic. Je vous parlais de sa vidéo hier, n'hésitez pas à aller voir. Il me dit pour Colby qui parle de combattre des lightweight. Ça me rappelle qu'il critiquait à l'époque le palmarès de Ousmane pour ses victoires sur Masvidal et Burns, précisant que Kamaru n'avait pas affronté de réel welter. Attention Colby, les fans ont de la mémoire. Bon, en tout cas, toi, tu as de la mémoire. Mais oui, mais ça, c'est Colby Covington, il est dans le show. Moi, quand je l'entends demander de Chandler, Pimblet, etc., je comprends qu'il veut faire monter des gars légers. Il veut de la notoriété, il veut sûrement prendre des derniers gros billets. Il a peut-être compris qu'il aurait plus sa chance à la ceinture. En tout cas, moi j'ai toujours tendance à croire qu'un combattant, tant qu'il a l'UFC, il a toujours un espoir d'avoir la ceinture. Il pense toujours qu'il est le meilleur. Mais quand tu demandes à affronter Pimblet, alors que tu es un poids welter, que lui est un léger, tu sais bien que battre Pimblet ne va pas te rapprocher de la ceinture. Donc c'est toujours un peu particulier. On a Jim qui me dit la mentalité du Japon et de la Thaïlande, peut-être des Est asiatiques en général, mais je ne connais que la boxe japonaise, le MMA japonais et un peu la boxe thaï, vis-à-vis des combattants est bien différente et bien meilleure à mes yeux que celle des Occidentaux en général. Eux, ils en ont pas grand-chose à faire du fameux zéro, de la fameuse invincibilité donc. Ils prêtent bien plus d'attention au nombre de combats et donnent surtout du crédit aux mecs qui cherchent toujours à se dépasser et qui relèvent tous les défis. Senshai a genre 40-50 défaites, mais qu'est-ce que ça peut foutre à côté de ses 380 combats, du fait qu'il a combattu pendant plus de 20 ans au plus haut niveau, et que passé 40 ans, il talquait encore les fesses de mecs de 25 ans, qui lui mettaient 2 têtes et 10 kilos. C'est pour ça que Geronimo est une star au Japon, et que Fedor y est un demi-dieu. Tout à fait, t'as raison, et je sais que Jérôme Le Banner, la fois où il s'est cassé le bras contre Ernest Houss, bon, il était déjà blessé avant, mais en finale du K1, on en parlera. Il se blesse en demi-finale contre Mark Hunt, je crois. Donc il arrive avec l'avant-bras cassé en finale face à Ernesto Hoost. Et il continue de combattre. Hoost lui frappe dans le bras. Il est compté une fois, il est compté 2 fois. Quand les Japonais ont su qu'il était monté sur le ring avec le bras cassé, c'est devenu un demi-dieu. Voilà, ils adorent cette mentalité-là. Il a perdu, mais pour eux, c'était quelque chose d'extraordinaire. Moi aussi, personnellement, j'adore cette mentalité. J'adore voir les combattants de boxe thaï qui ont je ne sais pas combien de combats, qui ont combattu ultra régulièrement. Ça gagne, ça perd, mais ça combat.
Franchement, je trouve ça ultra respectable. Et tu continues en me disant, en Europe et en Amérique, on se branle sur des gars qui vont partir invaincus, mais elle vaut quoi cette invincibilité quand on calcule tout son plan de carrière? Hein, qui a dit Gervonta Davis? Perso, j'ai beaucoup plus de respect et d'admiration pour un mec qui perd 10 fois contre un adversaire supérieur que celui qui fait 50-0 en refusant d'en affronter un seul. Non mais c'est clair, c'est une mentalité différente. En boxe anglaise, l'invincibilité, elle est ultra importante, même si je connais moins. En MMA, on le sait, tu peux être champion, faire une grosse carrière en ayant déjà perdu. Regarde McGregor, il avait déjà perdu avant d'arriver à l'UFC, ça a été une superstar. Mais oui, je suis d'accord, en Asie, c'est totalement différent. Ce qui compte, c'est le comportement, c'est le travail fourni, c'est montrer que tu progresses, c'est montrer que t'as pas peur, c'est te dépasser en fait. C'est un peu cette voie du guerrier, hein, comme on a pour habitude de dire. Et moi aussi, personnellement, j'aime beaucoup ça. Sinon, on a la carotte sévère qui me dit la bande à Khabib, c'est tout sauf les gentils mecs humbles que certains prétendent qu'ils sont. Souvent, c'est eux qui provoquent et après, ils passent pour des mecs qui remettent juste. Mais c'est pas du tout ça. Par exemple, ils ont beaucoup provoqué Ned Diaz en se moquant de lui de loin et en prenant des photos avec lui derrière. Vu qu'il marche toujours en bande et qu'il y a toujours la sécu, il n'y a jamais rien qui leur arrive. Alors moi, je pense aussi qu'ils jouent beaucoup de ça parce que Khabib, à l'époque, quand il y avait que Khabib qui était connu, j'ai pas l'impression qu'il y avait ça, mais les autres ont dû voir comment ça se passait. Khabib a dû leur en parler. Il a dû leur dire, moi, quand j'ai combattu McGregor et que j'ai sauté par-dessus la cage à la fin, ma carrière a explosé, ma notoriété a explosé. Donc je pense que tout le monde s'en inspire aussi. Il joue un petit peu de ça pour avoir un peu plus de notoriété et très certainement un peu plus d'argent. Salim Martinoir qui m'ont dit, ils me font rigoler ceux-là. Pour moi, Chandler, s'il touche une seule fois Dawson, il l'envoie à l'hôpital. Navarro Sterling, présenté comme le Lionel Messi, même lui, après son combat à l'UFC, il s'est excusé tellement il a fait un combat merdique. Et Bonical qui parle de Ramzat depuis le début. Maintenant qu'il a vu son niveau contre Craig, c'est plus des rêves, c'est des cauchemars qu'il doit faire. C'est pour ça qu'il fait que d'en parler. Bon bah écoute, Chandler contre Dawson, moi c'est un combat quand même qui m'intéresserait. Debout, ça serait peut-être compliqué pour Dawson. Chandler est dangereux contre n'importe qui debout. Mais Dawson, s'il l'amène au sol, là ça peut être très intéressant. Surtout que Dawson arrive toujours avec un bon game plan. Chandler, peut-être qu'il a un bon game plan, mais il l'envoie très vite à la poubelle. Navarro Sterling, il est encore jeune, hein, comme je te disais, 6-0 en professionnel MMA. Il a encore besoin de mûrir, qu'il enchaîne les victoires, on verra par la suite. Et puis c'est vrai que Bonical, son dernier combat contre Paul Craig, ça en a fait sourire certains, surtout ceux qui ne l'aiment pas. C'était pas terrible, il est resté debout, il n'a pas proposé grand-chose, il n'a pas vraiment lutté. Donc forcément, ça laisse à désirer. Et on termine avec M. Jason qui me dit Ferguson, ça me fait mal au cœur. Faut vraiment qu'il arrête, ça va vraiment mal finir pour lui à force. Dawson, c'est vraiment fort, ça mérite le top 15 clairement. Oui, Ferguson, je suis d'accord, j'ai pas envie de le voir continuer à se faire détruire dans la cage. Et puis Dawson, je pense aussi que ça mérite le top 15, mais on l'a vu contre Bobby Green, il a pas eu de chance. Moi, je l'avais favori, il s'est fait mettre KO très rapidement. Est-ce que c'était juste un accident de parcours? Je l'espère et on verra jusqu'où il peut aller, même si je ne pense pas qu'il arrivera à se faire une place dans le top 5. C'est mon avis, je peux me tromper, mais au moins dans le top 10, je pense qu'il peut nous offrir de bien beaux combats. J'espère que vous avez apprécié, pensez à liker, vous abonner, commenter. On se retrouve demain, on parlera de la carte du week-end, on aura notre petit moment pronostic, je vous montrerai les cotes, vous verrez un peu ce que vous en pensez. Et puis on se retrouve demain, 17 h. Passez une bonne soirée, salut!